Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue à notre conférence Les clés d'une prise de parole réussie. Euh, Déjà, juste mettez-nous un petit coucou dans le chat pour savoir si vous nous entendez tous bien, si tout fonctionne bien. Et nous pourrons commencer cette conférence pour vous délivrer les clés d'une prise de parole réussie. En ce moment. Ah, d'un côté, ça marche. Ok, Ok. super. Oui, super. Ok. Bon. On va pouvoir commencer cette Allons-y. conférence. Alors, on va se présenter quand même rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi, c'est Aude Chalier, je suis Equi-coach et praticienne en hypnose et également en rythmo. Le rythmo, c'est le retraitement de l'information traumatique par les mouvements oculaires. On s'en sert notamment dans les grands chocs émotionnels, dans les gros traumatismes. Et je suis également consultante en communication et formatrice, et je viens de créer un organisme de formation avec Communescence. Voilà pour résumer. Vous pourrez de toute façon nous poser toutes les questions, que ce soit sur nous ou sur cette conférence. Après, vous aurez un moment rien que pour vous. Voilà. Alors, pour ma part, je suis Aurore Flaou, je suis consultante en communication. Et pour vous résumer en rapide mon parcours, j'ai baigné dans la communication assez tôt avec un papa très charismatique, ce qui m'a permis en fait de comprendre un petit peu l'importance qu'une prise de parole assurée pouvait avoir, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. Du coup, je me suis orientée vers du théâtre et plus tard dans des études sur le cinéma et la publicité. Au travers de mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu me rendre compte que cette facilité à communiquer pouvait être vraiment très très importante à différents niveaux. J'ai pu travailler en agence de communication, en studio digital ou encore dans l'administration publique. Et c'est vrai que ça a pu me servir vraiment quasiment quotidiennement, que ce soit pour animer des réunions, pour fédérer une équipe ou soutenir des projets, ou tout simplement prendre un peu le rôle de manager. Aujourd'hui, donc, j'évolue en tant que consultante en communication et je mets mon expertise au service des entreprises pour tout ce qui est gestion de l'image et de la communication. Maintenant, j'ai décidé d'étoffer un petit peu mes services en proposant justement des formations parce que pour moi, la transmission des savoirs est aujourd'hui un élément clé de ma prestation. Voilà ce que je peux vous dire. Mais tu as fait une super présentation. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai fait, mais vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Je garde le suspense. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, pourquoi savoir parler en public, notamment quand on est chef d'entreprise ou tout simplement dans sa vie professionnelle. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise, que ce soit en micro-entreprise ou une entreprise un petit peu plus grande, je dirais, on a besoin de communiquer oralement, hein, avec son environnement professionnel, que ce soit avec ses prospects pour qu'ils deviennent ses clients, ses partenaires financiers et associés s'il y en a, ses collaborateurs, ses partenaires, ses sous-traitants. C'est une étape obligatoire en fait, hein, de pouvoir transmettre son message, transmettre son projet d'entreprise, transmettre ses idées, transmettre ses valeurs, ses besoins, voilà. Ça fait partie, je dirais, de la vente et de la communication obligée en fait. Alors. Et malheureusement, effectivement, dans la prise de parole, souvent on peut rencontrer un petit peu des freins. On n'est pas super à l'aise.
Alors, il faut savoir que les freins peuvent être vraiment propres à chacun, hein. Tout le monde a son vécu, son histoire et ses compétences plus ou moins, mais on en rencontre certains qui reviennent assez régulièrement, notamment le manque de confiance en soi, de dire ah non mais clairement je vais pas y arriver, moi rien que l'idée de parler en public, j'ai les mains qui tremblent, je me sens pas bien. Ça revient assez fréquemment. Il y a aussi la peur du jugement, la peur de l'échec, de se dire je vais me retrouver face à des gens et ces gens-là, forcément, ils vont me juger. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir penser de moi? Et si au final, j'ai une perte de mémoire instantanée, je ne sais même plus ce que je dois dire, je suis totalement tétanisée, la peur de l'échec, effectivement, ça revient aussi souvent. En... Aurore, je t'adore. Alors là, c'est un bon exemple des, 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 euh, des petits couacs de la prise de parole en public, parce qu'en fait, tout ça, c'est moi qui devais vous l'expliquer. Et c'est mon domaine, c'est mon expertise pour le coup, donc c'est génial. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, donc je vais passer au niveau Mais des je te laisse mauvaises. continuer, vas-y. Tu étais sur ta lancée. Mais il n'y a pas de Et problème. j'ajouterai juste quelques petites choses par la suite. Vas-y, vas-y. N'hésite pas à reprendre quand justement tu veux Oui, oui, compléter mais ou vas-y, quoi. je te laisse aller jusqu'à la fin et j'ajouterai des petites choses. D'accord, d'accord, d'accord. En frein et régulièrement constaté, il y a également les mauvaises expériences de prise de parole. Et ça, généralement, on peut le retrouver au niveau des expériences scolaires ou dans le contexte familial. Un traumatisme, je suis montée sur scène pour le spectacle de fin d'année et je n'ai pas réussi à déclamer mon texte et je me suis liquéfiée. Ça peut potentiellement avoir une incidence dans la vie professionnelle lorsqu'on doit prendre des prises de parole. Vient ensuite, par exemple, le manque d'entraînement. C'est vrai que même si une prise de parole spontanée peut être tout à fait réussie, la plupart du temps, si on veut vraiment atteindre des objectifs, il faut qu'elle soit un minimum préparée. Et plus on va pratiquer, et meilleures seront les allocutions. Et enfin, en fonction du poste que l'on occupe et du type d'auditoire, on peut également avoir un petit peu des craintes. Par exemple, je viens d'avoir une promotion et j'avais pas forcément l'habitude de faire des réunions tous les lundis matins. C'est un peu compliqué. Et ben finalement, il va bien falloir que j'y passe, sinon je risque de passer justement à côté de mon métier. Aude, je te laisse Alors, compléter tout ça. je vais compléter des petites choses. Alors déjà, là, ce qu'on vous expose comme frein, c'est vraiment des freins généralistes qu'on rencontre le plus souvent. Après, ça dépend de chaque personne, chaque parcours est différent, chaque expérience de vie est différente, donc vous pouvez avoir des freins aussi propres à vous. C'est vrai que moi, dans mes accompagnements, ce que je rencontre quand même régulièrement et la base, c'est quand même le manque de confiance en soi, le manque d'estime. Après, c'est vrai qu'il y a toutes les peurs, hein, peur de l'échec, peur du jugement. Par contre, j'aimerais faire un petit aparté justement sur la différence entre la peur et l'anxiété. Hein. La peur, c'est dans le présent en fait. La peur, c'est une voiture vous arrive dessus. Effectivement, vous allez avoir peur. Du coup, vous allez avoir une réaction de fuite. Vous allez courir ou vous allez vous déplacer sur le côté pour éviter la voiture. L'anxiété, en fait, c'est une peur qui est anticipée, c'est-à-dire que le danger n'est pas encore là, mais qu'il est dans le futur. Donc en fait, c'est souvent ce qui arrive, justement dans ce que t'expliquait Aurore, de dire la réunion qui est le lendemain matin, et puis on a la boule au ventre, on commence à avoir une perte d'appétit aussi, ça on le voit souvent, les intestins qui se qui se tortillent dans tous les sens, la transpiration. Ça, c'est de l'anxiété en fait. C'est vraiment une peur qui est anticipée. Du coup, si elle est anticipée et que le danger n'est pas encore là, la chose qui est positive là-dedans, c'est qu'en fait, on peut poser des actions pour qu'elle n'arrive pas en fait, que ce danger n'arrive pas. Et surtout, on peut identifier le danger. Parce que des fois, on a peur, on est anxieux, mais en fait, on ne sait pas vraiment où est le danger. Et puis, quand on commence à décortiquer, à aller plus loin, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de danger. Hein. Et qu'on se fait un monstre, c'est un peu comme les enfants qui voient des grands monstres, et puis en fait, il n'y a pas grand-chose. Notre imaginaire nous joue parfois des tours, en sachant que le cerveau fait peu la différence entre l'imaginaire et la réalité. Ça, c'est le cerveau.
mais j'y reviendrai peut-être après. Effectivement, les mauvaises expériences de la prise de parole, on est souvent notre enfance, notre éducation, en fait, influence pas mal la manière dont on va parler en public, si on a eu l'habitude, enfant, de prendre la parole, si on nous a autorisé à le faire aussi, parce que dans beaucoup de familles, en fait, les enfants n'ont pas le droit à la parole ou que quand on leur demande, que quand on leur dit. Et tout ça, en fait, ça laisse des traces après dans notre vie d'adulte, dans notre vie professionnelle, où effectivement, on va rencontrer des blocages à parler en public, à se sentir légitime, en fait, à parler en public. Je rencontre souvent des gens qui ont une expertise juste immense, mais ils n'arrivent pas à parler en public, la transmettre parce qu'ils ne se sentent tout de même pas légitimes. Et on se rend compte souvent que ça vient en fait de leur enfance, de la place qu'on leur a donnée. Donc c'est pour ça qu'aussi, là, c'est assez généraliste, mais après, il y a vraiment les problématiques que chacun rencontre, en fait, voilà, suivant son expérience de vie. Le manque d'entraînement, ça c'est voilà. Plus on s'entraîne, et plus en fait la peur, cette peur qu'on peut avoir de l'inconnu aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ben, la peur de l'inconnu peut effectivement être enlevée, être diminuée, fortement diminuée par l'entraînement. Plus on va s'entraîner, et moins ça va devenir inconnu en fait. Plus on va maîtriser le sujet dont on va parler, et en fait, ben, même s'il arrive des imprévus, ben, comme là, et ben ça va aller en fait. Et on s'adapte et on sait que ben, le message va être transmis tout de même. Et en fait, là, c'est plutôt positif, c'est super parce qu'il y a deux points de vue différents, deux angles différents. Donc c'est génial en fait. C'était pas forcément voulu, mais c'est génial. Au moins, en plus, on peut noter qu'ils se rejoignent sur la plupart des points quand même. Mais oui. Et le poste qu'on occupe, effectivement, va aussi avoir son importance. C'est-à-dire que si on est dans un poste qui ne nécessite pas forcément souvent de parler en public, et puis que du jour au lendemain, on nous demande une présentation face à tous les directeurs, bah, effectivement, il risque d'avoir du stress. Et là, on est un peu dans l'inconnu, et puis il y a un enjeu. Hein, on y reviendra peut-être après justement sur l'importance de l'enjeu. Plus l'enjeu est important et plus les freins et les blocages peuvent arriver aussi. Alors, vous pourrez nous poser vos questions après. Alors, maintenant, je vous invite justement, maintenant qu'on a parlé des freins, de ce qui pouvait vous bloquer, à prendre quelques instants pour faire une petite pause pour mieux cerner vos propres freins et vos propres blocages à parler en public. Donc, je vous invite à, si vous êtes sur une chaise, si vous êtes dans un fauteuil, à vraiment vous asseoir confortablement, à desserrer vos jambes, à vraiment prendre appui au sol et puis vous concentrer l'espace de quelques instants totalement sur votre respiration et sur l'air qui rentre dans chacune de vos narines. Que ce soit la narine gauche, la narine droite, et de totalement vous focaliser en fait sur le parcours de l'air dans tout votre corps. D'être comme un observateur de cet air qui circule dans tout votre corps, de voir s'il peut circuler librement, naturellement, à quelle vitesse il circule, de votre tête à vos pieds, de vos pieds à votre tête, en passant par votre bras gauche, par votre bras droit, par votre ventre, par votre dos. Et de sentir du coup quel est le rythme de votre respiration au fur et à mesure que cet air circule dans tout votre corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, et de ressentir son rythme. Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est totalement en lien avec vous, avec un moment d'apaisement?
Et tout en continuant à respirer, à laisser l'air circuler naturellement, librement dans tout votre corps, vous allez commencer à penser effectivement à prendre la parole en public. Et juste de laisser venir à vous tout ce qui pourrait vous bloquer, tous les freins qui vous bloquent habituellement, en étant observateur de ces pensées, juste en les observant, en ressentant également ce que ça provoque comme changement dans votre corps. Est-ce que votre respiration a toujours le même rythme? Est-ce que l'air peut circuler toujours aussi librement, facilement, naturellement dans tout votre corps? N'essayez pas de changer quelque chose pour l'instant, juste observez. Soyez curieux. Prenez encore juste quelques instants pour laisser ces pensées, ces freins, blocages, juste venir à vous. Ces ressentis, ces sensations dans tout votre corps ou sur une partie de votre corps en particulier. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez alors les noter sur un papier. Noter tous les blocages qui sont venus à vous, que ce soit des blocages sensoriels, que ce soit des blocages émotionnels, psychologiques, que ce soit des expériences passées qui sont revenues à vous. Juste de les noter, de prendre quelques instants pour ça. Et sachez que vous pourrez reprendre un moment pour vous, après cette conférence aussi, pour reprendre le temps de respirer et de laisser venir à vous, voilà, d'autres freins, d'autres émotions qui pourraient vous empêcher de parler en public librement, naturellement. Et quand ce sera bon pour vous, vous pourrez juste nous mettre un petit message dans le chat pour savoir si on peut continuer. Et nous, on continue à respirer. Ok, super. Merci Ajar, merci Thérèse. On vous laisse encore quelques instants et sachez que ça, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez refaire pour vous après la conférence, hein, pour vraiment cerner vos freins. Allez, on va reprendre 3 grandes respirations. Ça fait toujours du bien. Du coup, ben, on va continuer. Hop. Allez, je te laisse la parole avec grand plaisir, Aurore. Alors, on va parler un peu de la structure de son allocution. En fait, il y a
plusieurs éléments qui sont déterminants pour prendre une prise de parole sereine et bien menée. Tout d'abord, il faut identifier son auditoire et le message que l'on veut transmettre. C'est capital. On ne va pas communiquer de la même manière à un petit groupe de 10 personnes que devant un auditoire de 200 personnes. De même, on va essayer d'écrire la structure de son allocution, au moins les grandes lignes, de manière à pouvoir y insérer les mots-clés qui représentent le message à transmettre justement. Et rien n'est plus barbant qu'un discours où la personne déroule bêtement son texte, c'est quand même assez insipide et indigeste. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'enrichir cette allocution avec des anecdotes, des situations que vous avez pu vivre, des petites choses en fait qui vont rendre le discours plus vivant et qui en fait vont montrer aux gens que vous êtes aussi un humain, vous avez votre propre bagage et vous pouvez mettre vraiment des intentions dans votre message. Ça rejoint justement le point suivant où on va essayer d'identifier les émotions à transmettre à son auditoire lors de sa prise de parole. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il s'agit au niveau du contexte d'une prise de parole pour remercier, féliciter ou encore saluer le travail d'un groupe de personnes, vous n'allez pas forcément intégrer les mêmes émotions que si c'est plutôt une prise de parole institutionnelle, conventionnelle, où il y a des points précis à aborder, ou lors, par exemple, d'une réunion au sommet d'une entreprise où vous parlez chiffres, chiffres, chiffres. Les émotions qu'on va essayer d'y mettre sont totalement différentes. Encore une fois, cela se base sur le contexte et on va y revenir sous peu. Enfin, comme Aude a commencé à vous l'induire, la respiration joue vraiment un rôle capital dans la structure de l'allocution. C'est un élément qui va vous permettre à la fois de vous préparer en amont, de mieux vivre votre prise de parole dans le présent et également de pouvoir en sortir serein. Mais on y reviendra là-dessus, à n'en pas douter. Je rebondis juste sur des petits points dont tu nous as parlé, Aurore, justement sur les prises de parole où il y a des chiffres et des chiffres et des chiffres. C'est là où justement c'est intéressant de faire des cassures comme ça et d'y intégrer même un peu d'humour. Ça peut rendre vraiment ces réunions hyper vivantes. Parce qu'on sait que lors de réunions par exemple comptables ou effectivement avec des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, on peut avoir tendance à s'endormir un peu et plus du tout être attentif. Ça, c'est une petite technique d'hypnose aussi que je vous transmets, faire des ruptures de rythme. C'est vraiment intéressant pour justement garder en éveil votre auditoire et les ruptures de rythme, on peut effectivement les avoir avec des anecdotes, avec des situations vécues, avec justement une émotion qui est complètement différente de la seconde d'avant. Donc, créer cet effet de surprise et en plus, du coup, le message arrive beaucoup mieux et beaucoup mieux mémorisé en tout cas. Voilà. Donc même avec des chiffres, même avec un sujet qui peut paraître hyper ennuyeux ou voilà, soporifique, en fait on peut le rendre vraiment vivant quoi. Alors, on y... Justement, parlons vraiment allocution. Comme je vous le disais, ce qui est vraiment important, ça va être le contexte. Comment, en fait, dans quel cadre je vais faire ma prise de parole. Et pour vous aider un petit peu à déblayer tout ça, je vous propose une méthode qui peut s'appliquer vraiment au quotidien, qui, malgré son nom barbare QQO QCCP, est une méthode vraiment très, très pratique. Et en fait, cet acronyme est assez mémotechnique. Vous allez voir, au final, vous allez le mémoriser. Tout simplement, il vise à pouvoir répondre à certaines questions. Tout d'abord, qui? Lors de ma prise de parole, qui vais-je avoir devant moi? Est-ce que ça va être justement des employés? Est-ce que ça va être plutôt une team directionnelle? Est-ce que je dois faire une soutenance de projet dans le but de vendre un produit? Le message va vraiment dépendre de à qui on veut le transmettre. Aude, n'hésite pas à ponctuer au fur et à mesure. Hein, Non, mais vas-y, je te laisse. Sois rassurée, tu sais que je peux prendre la parole. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va se poser la question du quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je dois dire? Quel est le but de tout ça au final? Donc le quoi, ça va vous aider pour la partie suivante, le contenu du message que l'on verra juste après.
quand va vous permettre en fait de planifier et de pouvoir limiter la peur anxieuse dont parlait Aude, même si elle a lieu un petit peu en amont. Vous savez par exemple que vous avez une réunion à animer d'ici 15 jours, un gros truc avec plein de monde, vous pouvez justement avoir des marqueurs étapes pour vous préparer au mieux, avoir par exemple terminé la rédaction de la structure de votre allocution bien 4-5 jours avant, le temps de vraiment pouvoir vous l'approprier réellement, de pouvoir la personnaliser, de pouvoir justement la rendre vivante et de vraiment la maîtriser de A à Z. En tout cas, pour ce qui est de ce que vous voulez dire. Le fameux quoi. Ensuite, comment? Comment va se passer votre allocution? Est-ce que c'est un petit discours à l'occasion d'un mariage que vous savez que vous n'aurez pas énormément de temps et que tous les regards seront braqués sur vous, y compris ceux des mariés? Ou est-ce que ça va plutôt être dans un amphithéâtre? Est-ce que vous aurez un support, par exemple? Est-ce que vous avez à votre disposition un vidéoprojecteur pour avoir justement du visuel en parallèle? Comment vraiment va se dérouler cette allocution? Pour la suite vient le combien. Non moins négligeable, effectivement, parce que quand on s'adresse à 3 personnes ou à 300 ou voire même à 3000, c'est pas du tout la même affaire et il va falloir s'y préparer différemment. Et enfin, le pourquoi. Et là, Pourquoi ai-je besoin de faire... Pardon? je rebondis juste un tout petit truc sur le combien. Justement, vas-y, je t'en prie. Le combien est super important, notamment parce qu'en fait, quand on parle à 3 personnes et quand on parle à 200 personnes, en fait, les moyens techniques vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que pour 3 personnes, on n'aura pas besoin de micro. Pour 200 personnes, on aura besoin d'un micro. Et c'est pas tout à fait la même chose que de parler avec ou sans micro. Ça nécessite une technique différente. Donc ça aussi, ça nécessite un entraînement préalable de parler dans un micro. On croit que c'est facile, mais en fait, il faut quand même régler la voix et l'intonation. Et parce que ça, je sais pas si vous avez déjà assisté à des conférences comme ça, mais moi, je me souviens d'une conférence où le monsieur hurlait un petit peu dans son micro avec ma partenaire. Au bout d'une demi-heure, elle est partie. Tellement c'était insupportable, en fait. Voilà. Donc ça s'apprend, ça aussi, parler dans un micro. Voilà. Je te laisse continuer, Non, Aurore. non, mais tout comme les bruits de bouche, effectivement, parce que Ouais. lorsqu'on parle, on a tendance à en faire et c'est peut-être moins important dans une sphère un peu plus locale que justement de faire des bruits de bouche sur un micro qui va être diffusé un petit Amplifié, peu là. partout. Ouais, ça amplifie. Et on arrive au dernier, le pourquoi. Pourquoi ai-je besoin de faire cette allocution? Est-ce que je dois taper sur les doigts de certaines personnes? Est-ce que c'est pour fédérer une équipe? Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Vraiment, le pourquoi va vous aider à déterminer l'engagement que vous voulez y mettre aussi. Et c'est ce que disait Aude tout à l'heure sur justement pourquoi on en arrive là et qu'est-ce qu'il doit y avoir derrière justement. Oui. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de... Ok. Non. Donc, cette petite méthode QQOQ-CCP vous permet vraiment d'analyser le contexte de votre future prise de parole et de pouvoir vous y préparer étape par étape. Une fois que vous avez répondu à ces différentes questions, vous allez voir que déjà, il y a une structure. Vous allez pouvoir l'envisager un petit peu plus sereinement et en disant, mais ok, je suis parée à ça, je sais comment ça va se passer. Et là, bien entendu, on diverge d'une prise de parole improvisée qui peut tout à fait également être une grande réussite. Mais là, pour le coup, on est vraiment à essayer de pouvoir la préparer au mieux. Mm. Oui, tu fais bien de préciser parce que c'est différent. Les allocutions que l'on peut préparer à l'avance et l'improvisation, c'est des techniques un petit peu différentes. Là, aujourd'hui, on parle vraiment de présentation, de réunion, d'allocution qu'on peut préparer un peu en avance. Mm. Donc, une fois que vous avez fait le point un petit peu sur le contexte, vous allez voir que naturellement va découler un contenu adapté à ce contexte. Moi, la méthode que j'aime bien au niveau du contenu, c'est justement la règle des 4 C du message. Pour qu'un message soit compris et intégré, il faut qu'il soit court, clair, concret et compréhensible. Alors pour ça, on va revenir sur chacun de ces points. Qu'est-ce qu'on entend par court? Court, il vaut mieux être bref et efficace.
ça ne sert à rien de se perdre dans trop d'explications ou de donner trop de détails. Il faut vraiment essayer d'aller droit au but. Parce que plus l'intervention va être longue et plus on risque au final d'endormir son auditoire, ce qui n'est absolument pas le but. Il vaut mieux dire ce qu'on a à dire et s'en tenir là. Et ça, je crois qu'on a tous l'expérience de réunion ou de manager qui avait la réunionnite pendant 3 heures et Et toutes les et semaines, on s'endormait et on s'endormait et c'était plus après, des réunions d'ego que voilà. c'est ça. Donc On peut faire très simple en peu de mots si on a bien préparé son allocution et qu'on sait là où on veut aller. On en rejoint justement à la clarté du message. L'idée, en fait, c'est de pouvoir utiliser des phrases courtes et de se limiter à une idée par phrase. Parce que le but, c'est que les personnes à qui vous parlez, elles vous comprennent instantanément, que cette compréhension soit justement naturelle, qu'ils n'aient pas besoin de chercher, ah mais qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait? Peut-être que quand il a utilisé ce mot-là, ça voulait dire ça. Non, il faut vraiment que ce soit le plus direct possible. Et au contraire, loin de manquer de subtilité, une personne claire, eh ben, elle inspire la confiance. Pourquoi? Parce qu'elle a vraiment l'impression de maîtriser son sujet et elle connaît ses objectifs. Ça fait aussi partie des caractéristiques qu'on retrouve chez les leaders et donc en étant clair et précis, on peut tout à fait atteindre sa cible. Ensuite vient le concret. Pour être concret, en fait, ce qu'on entend par là, c'est d'essayer d'être le plus factuel possible et de ponctuer l'allocution d'exemples un petit peu parlants. Parce que sinon, on va vite perdre les gens. Si par exemple, je vous dis oui, alors la Russie fait 17 millions de kilomètres carrés, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah oui, hein, pas grand-chose, hein. Et ça pourtant, dépend la thématique de la réunion. oui, mais pourtant, si je vous dis la Russie, en fait, ça représente 25 fois la superficie de la France. Là, de suite, vous dites: «Ah bon, je ne suis pas expert en géographie, mais je vois à peu près que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand». Donc l'idée, en fait, c'est d'utiliser des images et des comparaisons qui vont rendre, comment dire? L'abstrait plus concret et c'est ça qui va être la clé pour être compris par votre auditoire. On en vient donc justement au point de la compréhension. Il faut que le message puisse être compréhensible. Parce que quand on intervient en public, l'idée, c'est pas de se montrer intelligent ou justement de se faire plaisir. Non, l'idée, c'est de transmettre un message qui puisse être compris et retenu par votre auditoire. Et c'est là qu'il faut essayer de ne pas se disperser dans toutes les directions et d'avoir bien préparé le message pour atteindre directement l'objectif. Au final, si vous vous rendez compte que certaines idées peuvent être un petit peu obscures ou autres, n'hésitez surtout pas à les reformuler pour faire comprendre quelque chose. Il n'y a pas une seule route qui y mène. On peut en utiliser plein. Et au final, si vous détaillez un petit peu ou reformulez différemment les choses, vous pourrez toucher différentes personnes qui n'auraient pas forcément compris. On discutait justement tout à l'heure avec Aude des sigles et ça peut également être, quelque chose que les Source gens ne se rendent pas compte, n'est-ce pas? source d'incompréhension, oui, c'est ce Ça. que je lui disais. Hier, j'ai assisté à une conférence et le conférencier utilisait le cycle ERP. Moi, c'est vrai que dans mon domaine, ERP, c'est établissement recevant du public. Et en fait, pour lui, c'était pas du tout ça. Et pendant toute la conférence, il parlait du pôle ERP. Et moi, bon, je comprenais pas jusqu'au moment où j'ai fini par lui poser une question parce que je croyais que c'était un établissement recevant du public. Et en fait, pas du tout. ERP, pour lui, c'était un logiciel. Sauf que tout le long de la conférence, en fait, il avait absolument pas défini ni précisé. Donc, ça peut vraiment porter à confusion. Et c'est vrai que je te disais, Aurore, nous, en hypnose, on utilise le mot induction, mais qui n'est pas du tout le même, effectivement, que pour un vendeur d'électroménager où lui, ça va être la plaque de cuisson. Nous, c'est pas du tout ça. Donc là, on en revient vraiment à la cible et au langage qu'on doit utiliser et vulgariser aussi les termes, certains termes d'experts, je dirais. Voilà, notre jargon de professionnel n'est pas toujours en lien avec notre public. Il faut vraiment faire attention à ça parce qu'on peut vite perdre l'attention de notre public à cause de ça, en fait, des termes employés hein, et de définir. Alors effectivement, par exemple, quand on prend le sigle ERP, on peut bien évidemment l'utiliser, mais en le définissant, en disant, OK, là, on parle effectivement d'établissement recevant du public.
Et là, après, du coup, le discours devient beaucoup plus compréhensible et on perd pas notre audience, hein. C'est vraiment, on la laisse captiver. Oui, c'est ça. Il faut essayer de se mettre vraiment à la place de la personne qui va écouter et qui n'a peut-être pas les mêmes compétences ou la même expertise que vous qui prenez la parole. Donc, et même en termes de langage, il va falloir vraiment adapter le ton et le vocabulaire parce que le but d'une allocution, encore une fois, c'est d'être compris, d'être entendu. Mmh. Que le message soit, ouais, soit transmis. Je fais juste aussi, j'ajoute juste une petite chose sur le fait de préparer son allocution, d'une manière écrite. Attention, n'écrivez pas tout, hein, parce qu'on ne parle pas comme, on écrit. Donc c'est aussi là des fois l'erreur, c'est-à-dire que quand on a tout écrit, on lit son texte et c'est comme ça qu'en fait, il n'est pas vivant en fait, parce que on n'écrit pas de la même manière qu'on parle. Donc Aurore vous disait bien tout à l'heure de noter les mots clés, de noter la structure, le fil conducteur, le cheminement en fait, hein, bien évidemment pour que ça soit structuré, mais pas de tout écrire, de ne pas écrire votre texte en tout cas de A à Z, parce que Mmh. ça va faire que vous allez être en train de lire et pas en train de le vivre, hein, voilà. Oui, c'est ce qui on essaie de mettre en pratique avec les notes utiles, c'est-à-dire de peut-être pas forcément les titres ou autre, mais ce qui pour vous va vous parler et qui dans votre tête va vous permettre de conserver la structure et de savoir la dérouler pour atteindre au final ce que vous vouliez dire. Mmh. En sachant que le cerveau marche vraiment par association. Par exemple, là, si je vous dis lumière, je suis sûre que pour chacun d'entre vous, le mot lumière, il va avoir des images différentes, il va avoir des ressentis différents. Peut-être que même pour certains, ça va leur rappeler des souvenirs, un moment de vie. Donc, ça peut être, voilà, c'est vraiment aussi ça se connaître. Si on met le mot lumière, ok, il y a tout un cheminement qui va en découler. On n'aura besoin que de mettre ça, par exemple. C'est Ou ça. une couleur aussi, hein. Les couleurs sont importantes aussi quand on quand on met nos mots-clés. Du violet, peut ne pas avoir du tout la même signification que le rouge, hein, voilà. Ça, notre cerveau, il fonctionne vraiment comme ça, par association. Et en plus des notes, bah, on continue l'aparté. Il y a également tout ce qui va être l'image de soi, en fait. Donc faut pas hésiter quand vous prenez la parole en public à mettre, ne serait-ce qu'une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, où vous allez pouvoir être à l'aise, où vous allez pas vous sentir étriqué ou en train de suffoquer en mettant une chemise ou une cravate trop serrée. Non, le but, c'est vraiment d'être vous-même, d'être à l'aise et d'avoir une image de vous positive. Parce que forcément, ce que vous allez ressentir, bah, quelque part, vous allez un petit peu le transmettre et c'est de la façon dont vous vous percevez que les autres pourront vous percevoir également. Donc pas hésiter, un petit check-up avec un petit miroir avant, histoire d'être sûr, de regarder un petit peu le sourire, de vérifier qu'on n'ait rien entre les dents, de souffler un grand coup, on revient encore à la respiration Voilà. et on y va. Allez, tu fait un bon enchaînement là. Alors du coup, oui, la respiration, c'est vraiment la clé de toute prise de parole réussie. En sachant que moi, je le vois dans mes accompagnements, on est très, très peu à savoir encore respirer, naturellement. On ne sait plus respirer, pourquoi? Parce que tout le poids social, tout le stress, tout le voilà, nous fait respirer, je dirais un petit peu à l'envers ou carrément nous met en apnée. Alors, quelques principes de base quand même de la respiration qui est bon pour notre vie aussi de tous les jours. Déjà, respirer par le ventre. C'est-à-dire, respirer par le ventre, c'est-à-dire que à l'inspiration, votre ventre va se gonfler. OK? Et à l'expiration, il va se dégonfler. Déjà, juste tester ça si vous, quand vous respirez, quand vous inspirez, votre ventre se gonfle et quand vous expirez, votre ventre se dégonfle. Déjà, juste tester ça et on passera à l'étape d'après. Ok, déjà juste d'en prendre conscience. Et en fait, quand on parle, et là je suis en train vraiment aussi moi de regarder si si je le fais bien, on parle sur l'expiration, on parle pas sur l'inspiration. Et j'ai encore eu ben là une personne un vendredi
en séance et je la faisais travailler sur sa respiration. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'elle parlait, et Dieu sait qu'elle parlait beaucoup avec un flux très très rapide, quoi, en fait, elle s'arrêtait de respirer. Elle était en apnée. Donc, vous comprendrez que animer, par exemple, une réunion pendant 1 heure en apnée, ça va faire quoi? Ça va faire que vos muscles vont se contracter, que ben, du coup, le stress va encore plus augmenter, votre corps ne va pas être oxygéné, donc perte de mémoire, tout ce qui ça entraîne physiologique après. Je vous demande juste là déjà de prendre, allez, une petite minute pour tester ça chez vous et de voir quand vous parlez, est-ce que vous parlez à l'inspiration, à l'expiration ou est-ce que vous parlez en apnée? Déjà, rien que d'en prendre conscience pour pouvoir effectivement progresser et évoluer. Ok, je suis un petit peu curieuse là. Du coup, Oui. si certains veulent partager dans le chat où ils en sont justement de leur respiration, est-ce que déjà ils ont une respiration ventrale? Est-ce que ils parlent sur l'expiration ou pas? De savoir un petit peu où vous en êtes. Ou alors, ils ont tous fait un malaise en Non, faisant l'apnée. Voilà, il faut écouter. non, s'ils respirent, ils peuvent pas faire un malaise, c'est pas possible. Ils se sont peut-être endormis justement parce que du coup, quand on recommence à respirer, ça apaise tellement et ça relâche en fait tous les muscles, hein. Parce que quand on est stressé dans une prise de parole, en fait, on va avoir souvent les trapèzes là, le muscle là, et puis la boule, là, la boule Ouais. dans la gorge là qui vous prend là. Et du coup, ben, le fait de respirer, ben, cette boule-là, elle va pouvoir en fait s'évacuer, se libérer. Ok. Bon, j'imagine que vous êtes tous en train de respirer tranquillement, de tester. Et du coup, j'en viens à la cohérence cardiaque. Alors, Ajar, nous n'avons pas encore évoqué la cohérence cardiaque, mais je pense que ma respiration n'est pas synchronisée à ma respiration. Je ne sais pas si cela se dit, mais je sens que c'est pas synchro. J'ai pas tout compris, Ajar, pour le coup, mais je pense que ma respiration n'est pas synchronisée à ma respiration. Là, tu m'as perdu, tu m'as fait un truc de confusion. Je sais pas, Aurore, est-ce que tu comprends? Est-ce que 2 fois la respiration, Je pense que c'est une erreur peut-être de terme et que la Ah ouais, respiration n'est je pas pense, ouais. synchronisée justement avec le rythme. Tu vois, enfin, on le verra sans doute au niveau de Ouais. la Bon, cohérence justement, cardiaque. j'y viens, la cohérence cardiaque, du coup, Ajar. Donc, j'ai plutôt tendance à être en apnée, ouais, ouais. Oui, voilà, tu À vois. mon rythme cardiaque. Ah, ok. Pardon, ma respiration n'est pas synchronisée à mon rythme cardiaque. Et du coup, qu'est-ce que tu entends synchroniser à ton rythme cardiaque? C'est-à-dire que ta respiration, elle est quoi? Plus rapide, plus lente par rapport à ton rythme cardiaque? Bon, de toute façon, ben là, justement, j'en viens à la cohérence cardiaque. Et Donc pour ça la tombe bien. tendance à être en apnée, oui, ça arrive souvent et on arrive en bout de course et on se dit: «Mais j'arriverai jamais à Mm. re-respirer en fait». Ben ouais, ça, voilà, je le rencontre très fréquemment, ça, des gens qui sont en apnée. Ok, ouais. Le rythme cardiaque beaucoup plus rapide. Ok, ok, Ajar. Ben, on en vient à la cohérence cardiaque. Ouais. Ok, c'est normal. Ben, ouais, c'est le stress qui monte. Donc j'en viens à parler de la cohérence cardiaque.
La cohérence cardiaque, en fait, c'est une technique de respiration. Faut savoir, en fait, que nous, tous les humains, on a un système de contrôle automatique, c'est-à-dire que, ben, par exemple, vous ne pensez pas à faire battre votre cœur, vous ne pensez pas à maintenir votre respiration à 36 degrés et quelques, vous ne pensez pas à vos pupilles, à les adapter à la lumière en fait ambiante. Tout ça se fait automatiquement. C'est ça en fait les systèmes de contrôle automatique. Et en fait, on en a deux. C'est composé de deux systèmes. Le système nerveux autonome qui assure la totalité donc des régulations de l'organisme, et il y a deux sous-systèmes. Un système autonome parasympathique et un système autonome sympathique. Euh, alors, c'est un peu, oui, c'est un peu, il y en a un peu un qui fait le système marche et l'autre, en fait, arrêt. Mais on va voir ça un peu plus en détail. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui est plus rattaché justement à l'action, à tout ce qui est mise en action, le sport, et qui va être dans la réponse de la fuite, du combat. C'est vraiment l'énergie qu'on met à l'extérieur de nous, hein, vraiment voilà la dépense d'énergie, et qui va du coup engendrer différentes hormones, notamment le cortisol, qui, on dit, est l'hormone du stress. Alors le stress, il peut être aussi bénéfique, on en a un petit peu besoin quand même, mais quand il est en excès, ça nous bloque et ça fait que effectivement dans la prise de parole en public, ça peut même altérer sur notre mémoire et sur nos capacités en fait à s'exprimer. Voilà, donc l'adrénaline, ben, l'adrénaline du coup à Jard, je pense que là quand effectivement tu prends la parole, tu dois beaucoup en produire, l'adrénaline, et on a perdu Aurore. Non, non, je suis là, moi, je suis là, tout va bien, j'écoute, au contraire. Ah, ben en fait, on t'a plus en vidéo. Et l'adrénaline, en fait, va faire que ça va augmenter notre rythme cardiaque. Voilà, c'est la prochaine diapositive. L'adrénaline, quand on en produit énormément, donc le rythme cardiaque augmente et la pression artérielle également. Donc, ce qu'il faut retenir du système nerveux sympathique, c'est qu'en fait, il y a une accélération du rythme cardiaque, que ça produit en fait le cortisol, qui est l'hormone du stress, donc l'adrénaline aussi, et que ça engendre tout ce qui est réaction, voilà, de fuite, de combat, vraiment d'énergie vers l'extérieur, de dépense d'énergie. Le système nerveux parasympathique, lui, je vais peut-être revenir juste un petit peu en arrière. Voilà, c'est moi tout ce que j'appelle, pour m'en souvenir, c'est tout ce qui est en R en fait. C'est tout ce qui est repos, relaxation, réparation, restauration, voilà, reconstitution de l'énergie. Tous ceux qui pratiquent par exemple la méditation, le yoga, ça permet, voilà, de faire ralentir le rythme cardiaque, de récupérer et d'être dans un état vraiment de repos en fait, hein, d'être beaucoup plus serein. Il produit effectivement, quand on est le système nerveux parasympathique, nous permet en fait de produire ce qu'on appelle l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur. Un neurotransmetteur, en fait, il va permettre de transmettre le message du cerveau jusqu'au corps. Et en fait, l'acétylcholine a un rôle très important dans la mémoire, du coup, dans l'apprentissage. Donc, nous, ça nous intéresse quand même énormément dans la prise de parole. C'est sûr. De pouvoir produire de l'acétylcholine, voilà. Alors, sur la diapo, il y a marqué DHEA. Bon, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est vrai, fréquemment l'hormone anti-âge, quoi, l'hormone de vieillesse. Okay. Parce qu'apparemment, plus on vieillit et moins on en a. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, la mode, c'était de prendre de la DHEA. Bon, il n'y a pas vraiment d'études
qui ont réussi à prouver que plus on en prenait, plus les signes du vieillissement diminuaient. Donc, c'est à prendre ça quand même avec, je dirais, en faisant attention. Hein. Alors, du coup, voilà, petit rappel. Le système nerveux sympathique, donc, comme on a dit, c'est tout ce qui est dans l'action, dans la dépense d'énergie, vraiment tout ce qui est énergie vers l'extérieur, avec la production du cortisol, de l'adrénaline. Et en face, on a le système nerveux parasympathique qui, du coup, là, on a le rythme cardiaque qui diminue. On est plus relaxé, on produit l'acétylcholine qui fait du bien à notre mémoire, à nos pensées et qui nous facilite l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment cool et qui restaure notre énergie. Du coup, la cohérence cardiaque. Mais la pratique régulière de la cohérence cardiaque va faire qu'au niveau du système nerveux sympathique, ça va diminuer le cortisol, ça va aussi agir sur l'hypertension, sur l'anxiété, du coup, le stress. Et de l'autre côté, alors moi c'est pareil, la DHEA, on va la mettre de côté et ça va améliorer notre sommeil, la digestion, la mémoire du coup, et ça, on en a besoin pour la prise de parole. Alors vous allez me dire, ok, mais la pratiquer, mais comment on la pratique cette cardiaque? Là alors, la cohérence cardiaque, il faut retenir le chiffre 365. Un bon moyen mémotechnique. Hein? Un bon moyen mémotechnique, Mais 365. ouais, c'est génial. Donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute, à raison de 5 minutes. On le conseille fréquemment de faire ces 3 fois avant les repas. Pourquoi? Parce que ça aide à la digestion. Il y en a même qui préconisent la cohérence cardiaque dans le cadre de perte de poids. Dans le cadre de régime, apparemment, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Et donc, moi, je vous préconise vraiment au début de le faire à l'aide de guides respiratoires. Vous pouvez aller en trouver sur le site cohérenceinfo.com. Je les trouve vraiment très bien faits. Vous allez voir, il y a des images. Vous pouvez choisir votre environnement, que ce soit la montagne, la mer. C'est vraiment plutôt reposant. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure en fait que vous en faites, vous allez vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui se dégage, qui se libère en vous, comme si vous respiriez en fait pour la première fois. Moi, c'est vraiment la sensation que ça m'a fait au tout début que je pratiquais la cohérence cardiaque. Et en fait, normalement, au bout de 2-3 semaines vraiment de pratique régulière, vous n'allez plus avoir besoin des guides respiratoires. Et petit à petit, en fait, quand vous en aurez vraiment besoin dans les moments de stress, justement, votre corps, en fait, naturellement, va se mettre en cohérence cardiaque. Moi, je suis toujours assez surprise, moi, dans ma vie quotidienne, quand j'ai un petit stress ou quoi que ce soit, et je m'arrête et je me rends compte que mon corps s'est mis naturellement en cohérence cardiaque parce que j'ai l'habitude de le faire, parce que je me suis entraînée à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose au début à pratiquer. Et vous pouvez en faire aussi une autre fois, une 4e fois, pour ceux qui ont du mal à dormir. Vous pouvez en faire juste avant d'aller vous coucher ou quand vous vous couchez. Ça peut vraiment vous aider à trouver le sommeil, un sommeil réparateur justement, à stimuler là pour le coup le parasympathique. Voilà. Je pense que sur la cohérence cardiaque, j'ai à peu près tout dit. Je sais pas Aurore, toi si c'est clair pour toi Ah, parce que pour j'ai moi, tellement oui. d'habitude. Est-ce que du coup, Ajar, peut-être, ça répond un peu à ta question, à justement une manière de caler un rythme cardiaque plus synchronisé avec la respiration, justement? Mmh. Et du coup, oui, je vous l'ai pas dit, mais bien évidemment, la cohérence cardiaque, faites-en avant la prise de parole, hein, bien évidemment, hein. Oui. Mais, ça va vous permettre en fait d'arriver, en fait, ça équilibre les 2 systèmes, donc vous arrivez dans je dirais une neutralité émotionnelle qui est reposante et apaisante, quoi. Et Oui, ça fait du surtout bien. avant de prendre la parole, ça fait du bien d'être Oui. serein, en tout cas. Hem
Eh ben super. Super, Ajar. En tout cas, Ajar, sache qu'on va vous laisser nos contacts après à la fin de la conférence. Donc, tu peux nous faire, je dis tu, mais vous pouvez nous faire un retour ou si Ouais. vous avez des questions concernant la cohérence cardiaque. En tout cas, on sera heureuse d'y répondre. Ok. Alors, je te Donc, laisse la parole, Aurore. voilà, si on devait retenir des éléments de tout ça, tout d'abord, c'est d'identifier les freins. Il est important en fait que pour vous-même, vous sachiez quelles sont vos petites faiblesses et qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous fait peur ou qu'est-ce qui vous empêche de prendre la parole en public. Et s'il faut, pourquoi pas se faire accompagner pour se libérer de ces freins-là en fonction des besoins. Mais en tout cas, avoir conscience de ce qui peut être un blocage, c'est déjà faire le pas pour s'en libérer. Donc, une étape clé de se recentrer sur soi-même et de regarder un petit peu de manière objective ce qui nous fait peur, ce qui nous freine, tout simplement. Et je dirais même, voilà, en fait, c'est la connaissance de soi, hein. Plus on se connaît et plus, en fait, c'est facile, c'est naturel après de répondre à ce besoin, hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière un frein, par exemple, derrière la peur, je sais pas, la peur du jugement? Quel est le besoin qui se cache derrière? Voilà. Et de pouvoir y répondre pour libérer, en fait, hein, cette peur. C'est ça. Mmh. Le deuxième point clé, c'est effectivement de structurer et de préparer au mieux sa prise de parole parce que plus vous aurez préparé et plus vous pourrez arriver sereinement et en tout cas se dire, bon ben voilà, je sais où je vais, je sais ce que je dois dire, à qui je dois le dire et comment je veux le dire. C'est déjà une bonne base. Et j'espère que les méthodes, donc QQO, QCCP pour l'analyse du contexte et les 4 C pour le message pourront vous être vraiment utiles à ce niveau-là. L'autre étape, c'est bien entendu d'apprendre à respirer. On en revient encore à ce que Aude disait avec la pratique de la cohérence cardiaque. Après, il y a vraiment aussi pléthore de possibilités ou de techniques de respiration. Si ce genre d'exercice, ce n'est pas forcément celui qui vous convient, il y en a d'autres. Et le but, encore une fois, ça rejoint la connaissance de soi, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne pour soi, vraiment une méthode personnelle. Et enfin, hein, on n'a rien sans rien. Plus on s'entraîne et plus les allocutions en public sont faciles, même si il y a toujours de l'improvisation à avoir ou des petits couacs, des imprévus. Et ben, petit à petit, vous allez voir qu'on peut tout à fait apprendre à les gérer. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et en fait, voilà, on parlait de connaissance de soi, mais aussi connaissance du coup de son sujet, parce que plus on va connaître son sujet, plus on va être à l'aise dedans. Il peut arriver, je sais pas combien d'imprévus, quelqu'un qui arrive, qui commence à crier ou qui vous lance, je sais pas, une chaise qui tombe, voilà. Ben, en fait, ça va pas vous déranger plus que ça. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même s'en servir pour rebondir et pour faire une rupture de rythme justement dont je parlais tout à l'heure qui est intéressante. Hein, on sait en hypnose, nous on s'en sert régulièrement en fait, on fait des ruptures de rythme et à ce moment-là on envoie le message parce que l'inconscient en fait va le recevoir directement, il va pas être parasité par d'autres choses. Donc, je te rejoins, Aurore, quand tu parlais des 4C, justement, c'est un des moyens de transmettre son message beaucoup plus rapidement, de faire ces ruptures de rythme. Mais c'est vraiment un laps de temps, on rompt le rythme et on envoie en fait son message. Mais ça aussi, ça se pratique. Par qui peut-on se faire accompagner, Florence? Bonne question. Mais après, ça dépend de la problématique effectivement que tu rencontres. Donc d'identifier les freins. Si c'est, je dirais si c'est un traumatisme, par exemple dans l'enfance, ça peut être quelqu'un qui t'accompagne comme un psychologue et un hypnothérapeute. Ça après, c'est vraiment à toi, je dirais de voir, de ressentir, de rencontrer. De sentir bien avec la personne qui va t'accompagner. Des fois, il y en a, ben, ça va être au niveau de la voix, au niveau du corps, donc ils vont plus faire appel à un coach vocal, par exemple, à un prof de chant. Là, ça va vraiment dépendre de ce que tu auras en fait identifié comme frein. Hein.
Alors je sais que je réponds un peu vaguement, mais là pour le coup, ouais, c'est vraiment identifier vraiment tes freins et en fonction de tes freins, tu vas pouvoir choisir en fait la personne aussi qui t'accompagne et au sein des professionnels, de choisir la personne avec laquelle tu te sens bien en fait, hein, surtout. Est-ce que j'ai répondu à ta question déjà, Florence? Parce que c'est pour ça que là, dans ce qu'il faut retenir, oui, la première étape, c'est vraiment identifier ses freins propres, en fait, hein, et se connaître. On en revient encore à ça, hein. Et du coup, ben, on a déjà. Justement, on en vient à Ok, la phase des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à nous poser sur ce qu'on a pu vous présenter là, allez-y, c'est le moment. c'est le moment. Et restez avec nous parce qu'on aura une proposition à vous faire après, quelque chose de très sympa. Ok, Florence, ouais. Mm. Après, dans tous les cas, comme le disait Aude tout à l'heure, à la fin, vous aurez également nos coordonnées. Donc, si suite à cette intervention, vous avez des questions qui vous viennent un petit peu après, c'est pas un souci, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous les envoyer par mail et on se fera un plaisir de vous y répondre. Voilà. Et puis si vous avez besoin aussi d'être orienté vers un professionnel, euh, on pourra essayer de vous mettre en relation, effectivement, dans nos relations. Voilà. Une peur, c'est me sentir regardée. Ouais, ok. Mais ça se travaille dans un accompagnement. Je pense que ça, bon, on pourra en parler ensemble. Si tu veux, Florence, tu peux m'envoyer un message. Mais il est fort probable que ça vienne aussi de l'enfance, hein, des situations passées et du regard de soi, en fait, avant tout, hein, le regard de l'autre. Voilà. À travers l'autre, on se voit, en fait. Ok, Aja, Ouais. est-ce que. Oui, dis-moi. Non, vas-y, continue, je t'en prie. Ouais, ok. Vas-y, Aurore. Non, non, mais du coup, voilà, j'allais enchaîner parce que justement, là, c'est vrai que, voilà, on avait prévu une intervention d'1 heure et ça peut être un petit peu court pour vraiment s'assurer d'être serein lors des prises de parole. Là, on a essayé de vous donner quelques-uns des petits outils et techniques, mais en tout cas, sachez que si vous voulez aller plus loin, avec Aude, on a mis au point une formation qui se déroule sur 3 jours et qui, pour l'instant, la session est prévue en septembre. Et donc, c'est pour oser parler en public. Donc, c'est un programme un petit peu atypique que je laisse Aude vous présenter. Alors, un petit peu atypique, pourquoi? Parce qu'on va utiliser en fait des outils, des méthodes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Déjà, alors ça va être 3 jours d'immersion totale. Vous allez être vraiment 3 jours pour vous concentrer sur vous, pour vous recentrer sur vos priorités et voilà, dépasser vos freins, les libérer et pouvoir parler en public. Ce sera 3 jours au cœur de la Provence, hein, pour vraiment oser et aller de l'avant. Euh, alors le premier jour, ce sera au sein d'un élevage de chevaux. Alors pourquoi les chevaux? Comme je vous ai dit en tout début, je fais de la médiation animale guidée par le cheval. Il faut savoir que plus de 90% environ de notre communication entre humains se fait en communication non verbale. Ça tombe bien, les chevaux communiquent entre eux de manière non verbale. Et donc on va passer toute une journée en relation avec les chevaux pour vraiment travailler sur votre communication non verbale,
sur votre gestion émotionnelle. Et en fait, je dirais pour résumer, si un cheval vous suit, c'est tout votre auditoire en fait qui vous suivra. Un cheval vous suivra, sera à vos côtés, sera attentif, créera une relation avec vous si votre message est clair et votre message notamment non verbal, votre communication non verbale et émotionnelle. Donc là, c'est vraiment un jour un peu cocon, un peu hors du temps, en sachant qu'il n'y a pas besoin de savoir monter à cheval, il n'y a même pas besoin d'avoir des connaissances sur les chevaux parce que tout se passe au sol. Et je dirais même que c'est plutôt un atout de rien savoir sur les chevaux et de pas être justement dans des techniques, parce qu'on là, on n'est pas du tout dans les techniques, on est dans la rencontre avec le cheval et du coup, qui va nous permettre d'être dans la rencontre avec d'autres humains beaucoup plus facilement et de prendre conscience de sa communication et de l'améliorer. Je te laisse continuer sur les Alors, jours 2 et 3. pour les jours 2 et 3, en fait, c'est là où ça va être un peu plus, comment dire? Didactique, où on va vraiment, se pencher sur, des techniques de communication verbale et écrite, avec un melting pot un petit peu sympa entre l'hypnose, les neurosciences, le théâtre et le cinéma, mais aussi la publicité, le marketing, de manière en fait à vous préparer, à vous aider à concevoir, des allocutions pertinentes, efficaces et surtout à oser vous-même, prendre la parole devant un public. Donc voilà, 2 jours Et assez c'est un peu intenses, ouais. mais qui promettent de belles choses. Et c'est la rencontre, c'est vraiment notre rencontre, le mélange de nos compétences, de nos expériences. Je crois que là où on se rejoint vraiment, c'est sur la communication et sur la formation en fait en tant que comédienne et théâtre. C'est vraiment chouette et l'apport des neurosciences dedans, c'est vraiment important en fait de comprendre comment en fait on fonctionne, comment notre cerveau fonctionne pour l'apprentissage, que ce soit pour l'apprentissage, pour transmettre un message, pour justement se l'approprier, hein, et pouvoir communiquer efficacement. Alors, où est-ce que tout cela va se dérouler? Donc, on a de la Provence. Ok. Alors, les plus de cette formation. On réserve vraiment cette formation à 6 personnes. Dans un vraiment parce qu'on veut avoir du temps pour chaque personne et que chaque personne puisse vraiment trouver son temps de partage, d'expression justement, trouver sa place au sein de ce petit groupe, le temps d'échanger avec les autres stagiaires, d'échanger avec nous et de vraiment là aller en profondeur. Comme on disait là sur le premier point, apprendre à se connaître, identifier ses freins. Mais là, on aura vraiment le temps justement d'identifier les freins de chacun pour pouvoir les libérer et travailler dessus justement, hein. Là, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on limite à 6 personnes et ça sera déjà très très intense. Et même dans un petit groupe, moi je sais que par expérience, les groupes ne se forment pas par hasard. Donc le cheval va être miroir de l'homme, mais les autres stagiaires vont être aussi, il va avoir un effet miroir. On rencontre souvent les mêmes problématiques en fait dans un groupe et c'est vraiment chouette parce qu'il y a cette dynamique d'entraide et de se dire bah, on va y arriver quoi. Oui et puis surtout d'être en petit L'autre comité, plus de la formation, dis-moi Aurore, oui. ça permet également d'être en petit comité, de pouvoir, vraiment développer sa propre méthode, dont on va vous livrer pas mal d'outils en fait et de différentes techniques et ça va être un travail que vous allez devoir faire, de vraiment vous approprier ça pour trouver en fait ce qui va marcher avec l'un va peut-être pas forcément être l'outil le plus adapté pour l'autre. Donc justement de pouvoir échanger, de pouvoir prendre le temps de se construire sa propre technique de manière à pouvoir, prendre la parole sereinement et enfin oser parler en public. On va en fait, on va vraiment vous transmettre une boîte à outils. Après, c'est vous qui allez choisir les outils les plus pertinents, les plus en lien avec vous, en fait. C'est aussi pour ça qu'on a choisi d'animer cette formation à 2, pour que vous ayez, 2 points de vue différents, 2 manières aussi de vous transmettre différentes, des techniques différentes, pour, vraiment pouvoir s'adapter à chacun et répondre aux besoins de chacun. Heu, voilà. Et du coup, après la formation, il va y avoir un suivi personnalisé. On va vous proposer en fait une séance d'accompagnement d'1 heure et demie, 1 à 2 mois après la formation,
pour pouvoir vous suivre, suivre votre évolution, voir si vous avez encore besoin qu'on vous transmette des outils, qu'on affine encore. Voilà. On trouvait ça important en fait avec Aurore de vraiment faire ce suivi. Moi, je sais que dans les formations que j'ai suivies, c'est ça qui pêchait un petit peu, c'est-à-dire qu'on nous fait la formation puis après on nous lâche dans la nature. Bon courage! C'est ça. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a les réactions à chaud et puis à froid. Et 1 ou 2 mois après, on se dit, ah mais mince, mais ça, je n'avais pas vu ça comme ça. J'aurais bien posé une question, j'aurais bien retravaillé là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous propose vraiment cette séance d'accompagnement qui sera en visioconférence pour le coup, parce que on est un petit peu Aurore et est en Provence, elle a la chance d'être en Provence. Moi, je suis en Dordogne et je pense que vous allez être aussi dans différentes parties de la France. Donc, ça sera plus simple pour tout le monde. Et le dernier point aussi important, le plus de cette formation, c'est qu'une communauté va être créée. Après cette formation, vous allez pouvoir entrer dans le groupe Facebook en fait qui auront suivi cette formation-là, mais aussi les autres formations, notamment le storytelling, et de pouvoir vraiment échanger aussi avec les autres stagiaires, les autres personnes qui viennent de domaines différents et qui auront pu aussi tester la prise de parole, savoir eux comment ils ont géré la chose, de voir l'évolution, c'est plutôt sympa. Et par expérience, je sais que durant ces 3 jours-là intenses, il y a quand même des liens qui se créent et c'est toujours sympa de garder contact aussi. Il y a quelque chose qui se crée. Voilà. Une belle émulation. Et donc le but vraiment de cette formation, c'est qu'à l'issue de ces 3 jours, vous soyez à même de pouvoir gérer votre stress et vos émotions, que ce soit dans la prise de parole, mais aussi un petit peu au quotidien. Parce que c'est vrai que si c'est la prise de parole qui est importante dans ce qu'on vous propose, ce sont aussi des outils qui sont vraiment utiles au quotidien, parce que on ne peut pas ne pas communiquer, que ce soit avec les commerçants de sa ville, que ce soit avec les amis, que dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, on communique en permanence et donc c'est toujours important de savoir un petit peu gérer l'ensemble. Cette formation va également vous permettre de structurer vraiment votre allocution. Là, on a pu voir rapidement le contexte et une partie du contenu, mais il y a encore énormément de choses à développer là-dessus. De même que la préparation physique et émotionnelle, que ce soit des échauffements ou alors encore d'autres techniques de respiration pour justement pouvoir se lancer et ne pas finir en apnée au bout de 10 minutes, justement. Et vous Et allez ainsi pouvoir faire les pouvoir. JO après comme Ah, une c'est ça. préparation comme les sportifs. Et au final, pouvoir être capable de parler devant différents types de publics, parce que, bah, si vous avez potentiellement besoin de parler, toutes les semaines devant 10 personnes, c'est pas pareil que de faire une réunion trimestrielle devant 150. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment adapter, la méthodologie aux différentes situations que vous pouvez rencontrer au quotidien. Et de s'adapter aux aléas qui peuvent arriver en fait au moment où vous allez faire votre allocution parce qu'il en arrive toujours. Oui, voilà, gérer Entre les gens qui l'improvisation, rentrent, un gros point, gérer ouais, entre les l'improvisation. gens qui rentrent qui sont en retard, les gens. Ah, ça, oui, petit aparté quand même, je suis en train de penser aux gens qui baillent. Les gens qui baillent, ça peut être hyper positif, hein, parce qu'en fait, ben, je vais me mettre à bailler, rien que le fait de parler. Quand on baille, en fait, c'est pour ramener son attention, se refocaliser. Donc, soyez rassurés quand vous prenez la parole, s'il y a quelqu'un qui baille en face de vous, ben en fait c'est plutôt positif parce qu'elle est en train de se reconcentrer. Hein. C'est pas forcément qu'elle s'ennuie. Non, non, observez. Non mais c'est intéressant. Non, mais Observez oui. les gens qui baillent. Moi ça je ne le savais pas. J'ai appris ça en fait pendant ma formation en hypnose et c'est assez intéressant et ça faut le savoir. Donc les gens peuvent vraiment être intéressés par ce que vous dites quand ils baillent, justement, ils se reconcentrent. Et puis, on a le droit d'être fatigué aussi. Ouais. Voilà, ça peut être vraiment positif. Ok, alors,
Du coup, cette formation aura lieu du 27 au 29 septembre. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, le premier jour, ça sera à l'élevage Le Pas du Loup à Caumont-sur-Durance, dans un élevage de pure race lousitanien. Et les deuxième et troisième jours auront lieu au domaine de la Petite Île, qui est juste un cocon. Cette salle, elle donne sur la Sorgue, au milieu de la nature. Et si on a de la chance, on pourra même un petit peu être dehors dans l'herbe, au bord de la Sorgue. Ça va être juste, c'est un écrin c'est juste parfait pour ce qu'on va vous transmettre. Tout ce qui est nature et ce cocon là, ça, on va être bien. Alors, du coup, on vous a réservé une offre spéciale jusqu'au 31 juillet, rien que pour vous, à 1 290 € TTC par personne au lieu de 1 590 €, dans la limite des 6 places disponibles. Je fais aussi une petite aparté parce que là, on va avoir notre audit Calliope. Donc Calliope, c'est une certification qui vous permet de faire prendre en charge la formation par vos fonds professionnels. Donc on passe cet audit le 30 août. Donc peut-être que vous aurez la bonne surprise de pouvoir vous en faire financer une partie ou toute la formation. Voilà. Oui, avec On le va centre de toucher du bois. formation. Voilà. Mais pour l'instant, du coup, on vous fait une promotion en sachant que bien évidemment, vous pourrez payer en plusieurs fois si nécessaire. Le tout est de en fait revenir vers nous si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements là-dessus. Donc voilà les fameuses coordonnées, les fameux contacts que je vous invite à noter quelque part. Ça peut toujours servir. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez des questions sur tout ce qu'on vous a transmis aujourd'hui ou si vous voulez réagir à quelque chose, eh bien surtout, vous n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre. Ou si vous voulez juste nous faire un retour, Oui, effectivement, que vous avez testé voilà, tout ce qu'on vous a transmis aujourd'hui, la respiration, cohérence cardiaque, et l'écriture, la préparation de votre allocution et que vous avez eu à en faire une, bah ouais, ça serait chouette même d'avoir vos ouais. retours et de savoir comment ça s'est passé pour vous, si vous avez senti un changement par rapport à avant. C'est Avec toujours grand chouette. plaisir. Alors j'en profite aussi, là, dans mes coordonnées, vous voyez 2 sites internet. Le Commune Naissance Pro sera en ligne normalement d'ici sous 2 semaines. Donc soyez rassurés si vous essayez d'aller dessus dans les jours qui viennent. Peut-être qu'il ne sera pas encore totalement en service, mais ça ne saurait tarder. Euh, En tout cas, Aurore et moi, nous vous remercions d'avoir Oui. partagé ce moment avec nous. Mhm. Et on vous donne rendez-vous lundi 27 septembre au cœur de la Provence. De toute façon, quand on va arrêter, en fait, là, la conférence, vous allez être normalement redirigé vers la page de la formation où vous aurez encore plus de détails. Et si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas, surtout sentez-vous libre de nous contacter et on y répondra avec grand, grand plaisir. Et Aurore et moi, nous sommes là tout le mois d'août. Nous ne partons pas en vacances au mois d'août. Donc, si vous nous envoyez un mail, normalement, on pourra y répondre assez rapidement. Voilà. Sans En tout souci. cas, un grand, grand merci Oui, pour vos partages. Prenez bien soin de vous. Osez vous connaître, j'ai envie ça. de dire. Osez partir à votre découverte. C'est la plus belle découverte que vous pouvez faire, je pense, dans votre vie. Pensez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Parce que c'est le cas. Et oui. Pour pouvoir s'occuper des autres et transmettre vos messages aux Mm. autres, déjà, occupez-vous de vous. Transmettez déjà vos messages avec vous-même. Écoutez, un grand, grand merci d'avoir été Merci présent beaucoup. aujourd'hui. Un replay sera disponible sur la page LinkedIn et à différents endroits. Donc n'hésitez Et pas à le partager si ça vous a plu. voilà. Et à tout bientôt. Bonne fin de journée. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.